Bien, mais merci beaucoup. Je remercie de nouveau les organisateurs pour m'avoir invité. D'abord, il est intéressant de comprendre pourquoi la monnaie est un pouvoir. Et là, bon, on pourrait faire des cours sur des années entières pour en discuter. Je vais devoir effleurer tous les sujets que j'aborde, ce qui est un peu frustrant, mais en même temps, c'est la règle. D'abord parce que la monnaie, ça permet de s'approprier des ressources. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous avez un signe monétaire qui a cours légal, ou d'ailleurs qui a cours de fait dans un territoire donné, vous pouvez aller n'importe où et le dépenser en échange de ressources réelles. Or, c'est bien ce qui nous intéresse, ce sont les ressources réelles, ce n'est pas le signe monétaire en lui-même. Donc, c'est bien important de comprendre ce qu'il y a derrière la monnaie. Comme à un moment donné dans la société, ces ressources réelles existent en quantité limitée, même si avec le temps elles peuvent largement s'accroître, eh bien, si tout d'un coup quelqu'un se retrouve avec plus de monnaie que le voisin, ça veut dire qu'il peut s'approprier plus de ressources réelles. Donc la monnaie, c'est un outil de transfert, selon comment elle est utilisée. Ça peut être un outil de transfert de la richesse de certains agents économiques vers d'autres agents économiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire monétaire, en particulier dans l'histoire monétaire récente, avec de très forts transferts de richesse de la part des... en direction... depuis l'appareil productif vers l'appareil d'État, essentiellement. D'abord, comme outil de pouvoir aussi, la monnaie est historiquement un outil considéré comme un pouvoir régalien parce que c'était le prince qui frappait monnaie. Et en quoi ça consistait à l'époque? C'était rapidement frapper du métal pour attester la quantité de métal précieux qui se trouvait dans la pièce qui était en circulation. Donc finalement, déjà, il y avait une dimension informationnelle dans la monnaie qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans Bitcoin. Mais l'idée était de dire, l'or ou les métaux précieux sont acceptés comme monnaie pour des raisons essentiellement de rareté. Je suis obligé de vous la faire très courte. Mais comment s'assurer que j'ai bien la quantité que je pense avoir lors de ma transaction sans avoir à vérifier à chaque petite transaction ou grosse transaction? Eh bien, c'est la monnaie frappée. Mais ce qui ouvrait la porte à une dérive et qui a été largement connue dans le temps, c'est-à-dire le rognage de pièces, à savoir, lorsqu'on collectait les taxes, on diminuait la quantité de métal contenue dans les pièces sans pour autant diminuer la valeur faciale de la pièce. Ce qui avait pour effet de redistribuer du pouvoir d'achat, en quelque sorte, en direction de celui qui avait le pouvoir de rogner la pièce. C'est pour ça que c'était non seulement puni de mort si c'était quelqu'un d'autre que le prince qui le faisait, mais en plus de mort, généralement dans des manières assez atroces, pour bien marquer le coup. Globalement, ce qui est important de noter, c'est quand même qu'historiquement, même si le prince a toujours pu rogner les monnaies, il a toujours, il en a toujours souffert à long terme. C'est-à-dire que ça marche un temps de rogner ces monnaies, mais au bout d'un moment, vous détruisez l'épargne, vous détruisez l'appareil productif parce que tout simplement, les agents économiques, ceux qui produisent la richesse réelle, eux ne peuvent plus avoir confiance dans la monnaie. Et donc, ils perdent ce pouvoir de la monnaie qui est justement un pouvoir très en relation avec le commerce international, c'est-à-dire pouvoir agrandir le spectre de l'échange, pouvoir agrandir la zone à la fois spatiale et temporelle au sein de laquelle vous pouvez diviser le travail et donc augmenter la richesse globale. C'est pour ça que, par exemple, à une certaine époque de l'Empire romain, les monnaies romaines qui étaient des monnaies globales et dont la valeur était assez stable pendant assez longtemps, ont permis un essor économique sans précédent. Même chose avec l'étalon or au XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est encore relativement le cas avec le dollar et quelques autres grandes monnaies qui permettent au commerce international de se développer. Mais si on joue trop avec la valeur des monnaies, elles finissent par s'effondrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, et vous allez voir que je fais le lien avec Bitcoin, mais c'est normal que ça arrive sur la fin de la présentation, historiquement, on a inventé les papiers-monnaies. Et au départ, c'était quelque chose qui était simplement une sorte d'artifice, mais pour continuer à utiliser l'or. C'est-à-dire que le papier-monnaie, c'était une manière de s'affranchir de certains inconvénients très pratiques de l'or, à savoir c'était dangereux et lourd à transporter, ça ne convenait pas forcément, donc pour les grosses transactions, il fallait en transporter beaucoup, c'était dangereux. Pour les petites transactions, il fallait en transporter une trop petite quantité,
C'était pas pratique à diviser, etc. Donc, rapidement, ce qui s'est passé, c'est que les banques ont commencé à émettre des certificats de dépôt et que ces certificats de dépôt se sont échangés comme si c'était de l'or, mais parce qu'on savait toujours qu'il y avait de l'or dans les coffres. Or, c'est quelque chose qui a commencé à changer, puisqu'on a d'abord eu une période de centralisation des banques. L'invention de la Banque de France, par exemple, à l'époque napoléonienne, et ça a été la même chose dans les autres grands pays occidentaux, où essentiellement, les banques se sont centralisées, donc l'or des banques s'est centralisé largement dans les banques centrales, et dans le même temps, on s'est imposé ce qu'on appelle l'étalon or, c'est-à-dire qu'on avait une quantité de métal précieux qui garantissait la valeur d'une monnaie papier. Donc une monnaie papier n'était pas que du papier, c'était aussi une monnaie marchandise, au sens où ce qui avait toujours été universellement accepté comme un signe de richesse, qui était l'or, finalement garantissait la valeur des papiers-monnaies. Or, tout ça a duré à peu près une centaine d'années pour la France et un peu moins pour les autres pays. Et puis sont arrivées les guerres mondiales. Et c'est là où il y a un lien très fort entre monnaie et géopolitique, et frontières en particulier. Puisque dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais en particulier la première chose qu'ont fait les États, c'est d'abandonner leur étalon or. C'est-à-dire de dire, puisqu'il faut concentrer les ressources vers l'État pour faire la guerre, eh bien, au lieu de garantir que les monnaies émises par l'État, c'est-à-dire par les banques centrales, au lieu de garantir qu'elles correspondront à une certaine quantité de métal, on suspend cette garantie et on imprime de la monnaie. Et on a imprimé, au sens propre du terme, beaucoup de monnaie, ce qui a permis, par exemple, contrairement à toutes les guerres médiévales où, lorsque le prince n'avait plus d'or et qu'il n'arrivait plus à lever de taxes, il ne pouvait plus faire la guerre plus longtemps que ça, là, cette fois-ci, on pouvait mobiliser toutes les ressources économiques d'un pays, dans un temps donné, jusqu'à destruction complète de ce pays, en plus de l'aspect destruction complète des ressources humaines, à savoir que, comme on était dans une époque où la guerre n'était pas assez technique pour qu'on la confie uniquement à des militaires de carrière, mais qu'elle était déjà trop industrielle pour ne pas être extrêmement meurtrière, on est tombé dans ce moment-là où finalement toutes les ressources économiques et humaines des pays belligérants ont été absorbées dans la guerre. La France et la Grande-Bretagne, et l'Allemagne aussi, qui étaient les grandes puissances économiques de l'époque, en sont ressorties épuisées, et c'est notamment ce qui a permis aux États-Unis de poursuivre leur ascension et de se retrouver mécaniquement, puisque les autres s'étaient effondrés, de se retrouver d'autant plus haut dans la hiérarchie. Ce qui m'amène aux accords de Bretton Woods, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale cette fois-ci, où cette fois-ci, le dollar commence à s'imposer comme véritable monnaie internationale, finit de s'imposer comme véritable monnaie internationale, en remplacement de la livre sterling ou du franc, puisque finalement l'or se situe essentiellement aux États-Unis, et donc les États-Unis, pour des raisons pratiques, à la suite des accords de Bretton Woods, disent, on garantit la valeur du dollar par une quantité d'or, et les autres monnaies sont échangeables en dollars. Donc indirectement, les autres monnaies sont quand même échangeables contre de l'or. Donc vous voyez, le lien existe toujours. Mais pour des raisons diverses et qui seraient très longues d'expliquer ici, les États-Unis ont abusé de ce pouvoir en créant énormément de dollars. Et finalement, tout le monde comprenait très bien qu'il n'y avait plus du tout assez d'or pour couvrir la quantité de dollars en circulation. Et donc, lorsque les gens, et quand je dis les gens, c'est-à-dire les États, et en particulier la France, avec le général de Gaulle, ont commencé à dire « Bon, c'est bien beau, mais maintenant, on va réellement échanger nos dollars contre de l'or et on va faire venir des bateaux chargés d'or », très vite, comme tout le monde s'est mis à faire pareil, les États-Unis ont dit « Bon, il faut bien se rendre à l'évidence, on n'a plus d'or ». Et donc, ils ont fermé ce qu'on appelle la gold window, la fenêtre de l'or, dans les années 1970, en 71 puis 73, sous Richard Nixon. Et ils ont dit, voilà, plus de lien avec l'or. Et là, le monde est entré dans une expérience monétaire qu'on vient à peine de commencer et sur laquelle on manque beaucoup de recul, mais qui historiquement représente une toute petite portion, toute rikiki, par rapport à la globalité de l'histoire monétaire mondiale, c'est-à-dire des monnaies qui ne reposent sur rien, c'est-à-dire qui ne reposent sur rien d'autre que la capacité des États à utiliser leur puissance militaire pour faire respecter la loi, pour faire respecter leur loi ou leur force, et leur capacité à prélever des impôts.
C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas grand-chose qui retient les banques centrales de créer plus de monnaie. Il y a quelques règles qu'elles se sont fixées, et le problème, c'est que même ces règles qui étaient déjà assez souples et qu'elles se sont fixées, elles ne les respectent même plus, en particulier depuis la crise financière de 2008, où les bilans des banques centrales ont augmenté de manière incroyable. Et ce que je pense voir venir, mais là encore c'est extrêmement débattu entre économistes et les données sont tellement complexes à manier que c'est très difficile d'avoir un avis éclairé. Ce qui risque de se passer, c'est une destruction des monnaies dans une spirale inflationniste assez forte. Pour l'instant, on ne la voit pas venir, probablement parce que les progrès techniques arrivent à masquer en quelque sorte tout ce qu'on émet en plus de monnaie, finalement, et compensé par le fait que les prix baissent naturellement sur un certain nombre de produits et de marchandises, en particulier dans ce qui est la technologie, l'alimentation, etc. Combien de temps est-ce qu'on arrivera à masquer cette inflation monétaire? À mon avis, pas très longtemps. Peut-être 10 ans tout au plus, mais je ne vois pas beaucoup plus. Donc on est toujours dans cette expérience sans précédent qui est non seulement un monopole monétaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser ce que vous voulez comme monnaie, vous êtes légalement obligé d'utiliser pour éteindre vos dettes ou pour payer vos impôts, vous êtes obligé d'utiliser les monnaies qui ont cours légal. Donc vous n'avez pas de porte de sortie, normalement. Et si les monnaies qui ont cours légal s'effondrent, là on va avoir une panique. Et bien sûr, les gens vont essayer d'aller chercher les monnaies les plus fortes. Et c'est là où Bitcoin entre en jeu. Parce que Bitcoin est un logiciel, et c'est à la fois un logiciel et une unité monétaire, mais c'est un logiciel au sens où c'est une application informatique qui est distribuée sur des milliers d'ordinateurs dans le monde entier, qui fonctionne par Internet, et dont le but est essentiellement de tenir un livre de compte décentralisé qui dit « Voilà le nombre d'unités de Bitcoin en circulation ». Je vous passe les détails techniques sur sa création, ce serait beaucoup trop long et on ne mangerait jamais. Mais essentiellement, il est créé à un rythme très faible, qui est calqué sur celui de l'or, justement, ce n'est pas pour rien. Précisément, Bitcoin est là pour imiter l'or. Et ce logiciel garantit simplement que voilà, les participants au réseau, qui par ailleurs ne sont pas nommément connus ou ne sont pas censés être nommément connus, ce sont des adresses, des sortes de pseudonymes si vous voulez, détiennent telle balance de Bitcoin sur l'ensemble du système. Un petit peu comme si on avait un grand livre mondial qui répertoriait exactement les quantités d'or détenues par tel et tel agent économique. Et ce qui fait que ça combine... Enfin, le but de Bitcoin dans l'esprit de ses créateurs, même si ces créateurs ne sont pas connus, ils ont pu s'exprimer, et puis surtout les gens qui ont adopté Bitcoin ont pu s'exprimer à diverses reprises, en disant que, en particulier, le but était de combiner les avantages des monnaies métalliques, et en particulier de l'or, c'est-à-dire la rareté et l'impossibilité de contrefaire cette monnaie, puisque l'or... Vous pouvez prendre le problème par où vous voulez. Si ça a de la valeur, c'est précisément parce qu'on ne peut pas le détruire, on ne peut pas le contrefaire, on ne peut pas le créer d'une autre manière qu'en l'extrayant à grands frais dans le sol. Donc ça, c'est le premier avantage qu'on cherchait à avoir. Et le deuxième avantage, c'était le côté pratique des monnaies dématérialisées, c'est-à-dire pouvoir réaliser des échanges en dollars, par exemple, sans avoir à échanger des billets. Simplement en modifiant des lignes de crédit d'une banque à l'autre et en faisant ce qu'on appelle de la compensation, qui permet de ne pas avoir non seulement à transporter d'or, mais même pas à transporter de billets en dollars. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, on a les avantages immatériels de cette monnaie, mais on maintient le côté rare de la monnaie. Et c'est là où on verra si la crise monétaire donne une réelle utilité à Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, s'il n'est pas très utilisé, c'est précisément parce que les agents économiques ne voient pas suffisamment d'intérêt à l'utiliser, parce que dans nos pays, et je dis bien dans nos pays, on a le luxe d'avoir encore des monnaies qui sont moins mal gérées que dans le reste du monde. Et donc finalement, globalement, comme le niveau général des prix, si cette notion a un sens, à mon avis elle n'en a pas, mais si le niveau général des prix reste à peu près stable, ou n'augmente pas trop, on considère que ça va, c'est pas mal, ça ne vaut pas la peine de prendre des risques techniques et juridiques pour tester une solution qui apparaît pour le moins hasardeuse. En revanche, dans des pays comme l'Argentine, le Zimbabwe, le Venezuela, aujourd'hui la Turquie, l'Iran et
plein de pays comme ça qui sont quand même pas des petits pays toujours et qui connaissent des crises monétaires importantes. Ce sera le cas de l'Inde aussi probablement. Là, pour le coup, la question d'avoir une alternative monétaire, d'avoir une porte de sortie par rapport aux monnaies gérées par les États se pose réellement. Là, c'est un véritable enjeu et c'est là où on verra que les qualités de Bitcoin qui, pour l'instant, aujourd'hui, sont un petit peu regardées de haut comme ça en disant « bon, d'accord, oui, c'est décentralisé, c'est très bien, ok, mais enfin, en attendant le dollar, ça marche pas si mal », eh bien, nous en reparlerons le jour où on verra de plus en plus que les chiffres de l'inflation sont de plus en plus durs à masquer et qu'on a du mal à faire, à faire croire aux gens que le coût de la vie n'augmente pas. Si on entre dans une vraie crise monétaire d'hyperinflation et que les gens procèdent à ce qu'on appelle une fuite devant la monnaie, qu'ils se débarrassent le plus possible des monnaies d'État et cherchent des alternatives, étant donné qu'ils n'auront pas un accès facile à l'or, l'or est facilement confiscable par les États et ils l'ont confisqué à plusieurs reprises dans l'histoire, eh bien, on verra si Bitcoin constitue une porte de sortie crédible. Comment bloquer Bitcoin? Il faudrait pour ça bloquer Internet. Et je vous expliquais ce matin pourquoi Internet pouvait très difficilement être bloqué. Donc à mon avis, c'est une arme potentielle contre les dérives des États. Donc est-ce que les États devraient avoir peur de Bitcoin? Très certainement, je pense. Est-ce que les citoyens devraient avoir peur de Bitcoin? Je ne pense pas. Au contraire, je pense qu'ils seront gagnants dans l'affaire, sauf ceux qui sont vraiment clients directement des États et qui bénéficient en premier de la création monétaire. Mais au total, je pense que les qualités de Bitcoin seront mises à l'épreuve lorsque nous assisterons à une crise monétaire majeure qui devrait, je pense, arriver un jour ou l'autre. Probablement pas dans 50 ans, probablement pas dans 2 ans non plus, enfin, qui sait. On verra. Donc, si le sujet vous intéresse, je me permets juste de vous conseiller 2 lectures parce que toute la partie historique et toute la partie technique mériterait d'être développée. The Bitcoin Standard par Saifedean Ammous, qui est un économiste libanais, et l'Internet de la monnaie, The Internet of Money, par Andreas Antonopoulos, qui expose tous ces dossiers avec beaucoup plus de détails. Je vous remercie et